Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième webinaire, organisé à l'occasion des rencontres santé-travail du réseau Présence. Hier, nous avons évoqué avec François Leformal, pour ceux et celles qui étaient là, c'était comment s'engager dans une démarche de prévention. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 4 étapes pour réussir une démarche de prévention. Donc pour cela, on a aujourd'hui avec nous Cyril Dutreuil, qui est ingénieur santé-travail et chargé de projet au Restev. Donc moi, j'accompagne Cyril, je suis Julia Vasseur et je suis chargée de communication pour Présence Pays de la Loire. Voilà, donc pendant la présentation du webinaire de Cyril, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à côté du chat. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc voilà, Cyril, je te laisse prendre la parole et commencer ton webinaire. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Dutreuil, ingénieur prévention au Restev, qui est un des 3 services de prévention et de santé au travail en Vendée. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder les 4 étapes pour réussir une démarche de prévention. Alors, nous allons en fait commencer par faire un peu de sémantique et par définir en fait les 3 mots, donc les mots démarche, les mots prévention et le mot risque. Et ensuite, nous verrons en détail les 4 étapes de la démarche et on terminera par une conclusion. Et je répondrai donc également à vos questions en fin de présentation. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, par le terme prévention, de quoi parle-t-on? Quand on parle de prévention, on parle en fait de 3 préventions différentes. Il existe donc la prévention primaire qui consiste à agir en anticipation afin d'empêcher la survenue d'un accident ou d'une maladie chez un individu, par exemple en supprimant le risque à la source comme la substitution d'un agent CMR. Il y a également la prévention secondaire qui consiste à limiter le risque avant que la maladie ne se déclare, par exemple en mettant en place des moyens de prévention collectifs, individuels et des formations. Et enfin, il existe la prévention tertiaire qui vise à limiter les conséquences d'une maladie, d'un accident, par exemple avec un aménagement de poste ou la mise en place d'un mi-temps thérapeutique afin de favoriser la réinsertion. Alors, l'objectif d'une démarche de prévention, c'est bien de viser la prévention primaire, c'est-à-dire le plus en amont possible. Risque, de quoi parle-t-on? Donc, un risque, c'est bien l'éventualité d'une rencontre entre un individu et un danger qui va alors créer une situation dangereuse et donc un risque. Et la conséquence d'un risque sera alors le dommage qui pourra se traduire par un accident avec arrêt ou une maladie. Il peut très bien y avoir des dangers sans risque s'il n'y a pas d'individu à proximité. Par exemple, dans le cas d'un process en vase clos sans exposition de salariés, comme l'alimentation automatique d'un mélangeur. Par contre, l'opération de dépotage d'un sac manuellement pour alimenter ce même mélangeur, à ce moment-là avec un opérateur, peut alors présenter un risque d'inhalation de poussière. L'objectif d'une démarche de prévention est bien de travailler sur les situations de travail présentant des risques, donc avec présence d'un opérateur. Alors, la démarche. Donc, démarche, de quoi parle-t-on? La démarche de prévention des risques se base sur une approche d'amélioration continue et elle se structure en 4 étapes avec comme ligne directrice la participation des salariés. La première étape consiste à lancer la démarche, car comme dans toute action, en fait, le plus dur, c'est de se mettre en route, et donc cela repose sur la réalisation d'un état des lieux. Ensuite, la deuxième étape va consister à identifier et évaluer les risques en analysant les conditions d'exposition des salariés aux risques professionnels. Pour cela, en fait, votre service de prévention et de santé au travail peut vous proposer différentes méthodologies d'évaluation. La troisième étape, qui est l'aboutissement de ce travail, consiste à mettre en place un plan d'action en priorisant la protection collective. Et enfin, dernière étape, cela consiste à contrôler l'efficacité des actions menées et à en assurer leur pérennité. Alors, nous allons voir en détail ces 4 étapes. Alors, pour lancer la démarche, il va falloir tout d'abord commencer en fait par identifier les représentations du chef d'entreprise qui a de la prévention pour adapter l'argumentaire. Alors, soit vous allez avoir en fait un employeur qui aura une représentation purement réglementaire, donc c'est souvent le cas, mais on peut également avoir en fait un employeur qui souhaite faire de son entreprise
un exemple en matière de prévention. Un employeur qui peut souhaiter aussi apporter du confort pour ses salariés afin de les fidéliser. On peut également aussi avoir en fait un employeur qui cherche à améliorer la rentabilité de son entreprise. Alors, bien souvent, en fait, on a un mélange de ces différentes représentations, mais il est important en fait d'identifier ces points d'accroche pour dérouler un argumentaire en fait dans le cadre du déploiement de la démarche. Ensuite, ce qui peut être utile, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs internes et externes de l'entreprise afin d'avoir une vision représentative et exhaustive des différentes situations de travail. Donc, en interne, il ne faut pas hésiter à solliciter la direction, les représentants du personnel, le référent sécurité s'il existe, les salariés volontaires. Et à l'externe, vous pouvez également mobiliser votre branche professionnelle, votre service de prévention et de santé au travail et également la CARSAT. La troisième étape consiste à faire une analyse en fait de la situation initiale en réalisant un état des lieux. Alors pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la fiche d'entreprise qui a été réalisée par votre service de prévention. Cette fiche comprend l'identification des dangers de votre entreprise et les actions de prévention déjà mises en place. C'est un document très important parce qu'en fait, il va vous faire gagner du temps sans repartir à zéro. Vous pouvez également identifier les actions qui ont déjà été réalisées dans l'entreprise, que ça soit par exemple un tableau de suivi des vérifications périodiques, l'analyse d'accidents du travail, si certaines analyses ont déjà été réalisées, l'inventaire des FDS, un ancien document unique. Donc faire l'inventaire de l'ensemble des supports qui peuvent déjà exister. Et la dernière étape qui me semble importante, c'est de savoir qui fait quoi. Dans le cadre de cet état des lieux, il est important de clarifier les rôles et fonctions des différentes ressources en matière de santé et sécurité. Alors, je vais vous présenter un petit peu les étapes pour essayer d'approfondir cette phase-là. Idéalement, en fait, la première étape consiste à identifier les différentes tâches et activités en lien avec la prévention. Vous allez vous rendre compte que dans l'entreprise, il existe de nombreuses tâches en lien avec la prévention, que ce soit le respect des règles de santé et sécurité au travail, l'analyse des accidents, le suivi des visites médicales, la mise en place d'un plan de prévention, la réalisation d'un accueil sécurité, la mise à jour de l'EVRP, le suivi des vérifications périodiques, etc., etc., etc. Donc, essayez d'avoir un inventaire le plus exhaustif de l'ensemble des tâches qui sont en lien avec la prévention. Ensuite, identifier les différentes ressources en interne, que ce soit la direction, l'animateur sécurité, le responsable production, le chargé de mission RH, les salariés, la maintenance, le CSE. Ces différentes ressources vont toutes avoir à leur niveau en fait un impact sur la prévention. Il ne faut pas également oublier les managers de proximité qui ont en charge les règles d'hygiène et de sécurité, qui sont des personnes incontournables dans le déploiement de la démarche. Et ensuite, troisième étape, identifier l'implication de ces ressources. Ces différentes ressources vont chacune avoir des rôles différents, soit un rôle de décideur, un rôle d'animateur, un rôle de participant ou un rôle en fait simplement d'être informé. Alors pour donner un exemple, par exemple, pour pouvoir élaborer un cahier des charges pour acheter un nouvel équipement, mais ce cahier des charges devra intégrer les règles en fait de la santé et sécurité au travail. Eh ben, on va se rendre compte que l'animateur sécurité de l'entreprise peut avoir un rôle de participant sans être uniquement que informé, mais il pourra être acteur en fait dans la rédaction de ce cahier des charges. Bien évidemment, ensuite, le rôle du décideur sera bien de la responsabilité du directeur. Alors, une fois qu'on a réalisé en fait cette phase d'état des lieux, la deuxième étape consiste à évaluer les risques. Alors, comment? Pour cela, il faut choisir une méthode d'évaluation adaptée aux risques que vous souhaitez évaluer. Aucune méthodologie n'est définie réglementairement. Il convient de choisir celle qui s'adapte le mieux aux situations auxquelles sont exposés les salariés. Votre service de santé au travail peut vous proposer différents outils ou méthodologies adaptés aux risques que vous souhaitez évaluer, que ce soit pour l'évaluation des risques chimiques avec l'outil Colibrisc ou CERICH, ou même en réalisant en fait des campagnes de mesurage d'exposition au polluant au plus près en fait des situations de travail. On peut également aussi vous accompagner sur l'évaluation des risques psychosociaux. Vous avez par exemple un guide qui est accessible sur le site du PRST Pays de la Loire ou des fiches pratiques qui sont aussi accessibles sur le site Présence Pays de la Loire.
On accompagne également sur l'évaluation du bruit, de l'éclairage, par des actions en fait de mesurage de l'exposition, ou également sur les actions sur l'évaluation des TMS en réalisant des études ergonomiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble de ces outils, de ces méthodologies d'évaluation vont venir alimenter votre évaluation des risques professionnels et donc votre document unique qui doit rester votre outil de référence pour piloter votre démarche de prévention et donc définir la route là où vous voulez aller. Ce qui est important, c'est de choisir une méthode d'évaluation des risques professionnels qui repose sur des critères objectifs pour pouvoir ensuite comparer entre elles les différentes situations dangereuses. L'évaluation d'un risque professionnel repose donc classiquement sur des coefficients d'évaluation et on va retrouver par exemple des scores pour la gravité du dommage qui vont aller de 1 à 4 pour des accidents sans arrêt jusqu'à un décès ou des dommages irréversibles et également un coefficient qui va permettre de scorer la fréquence d'exposition. On peut avoir des expositions on peut avoir un score de 1 pour une exposition faible jusqu'à une exposition quotidienne fréquente, on peut monter un score de 4. Voilà pour donner en fait un exemple de cotation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évaluation d'un risque s'appuie sur des critères objectifs à l'aide d'une méthode bien définie, ce qui est différent de la perception d'un risque qui s'appuie sur le ressenti des personnes selon que le risque en fait soit choisi ou subi, banal ou terrifiant, fatal ou non fatal. Par exemple, lors de l'enquête d'opinion de l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, on note que le risque radon est très faiblement perçu par la population française, alors qu'il s'agit du deuxième facteur de risque du cancer du poumon après le tabac. Donc, en résumé, pour pouvoir hiérarchiser les risques entre eux, il est important de se reposer sur une méthodologie avec des critères objectifs. Alors, pour évaluer les risques, classiquement, il va vous falloir identifier l'ensemble des situations dangereuses. Donc, pour cela, vous allez vous appuyer sur l'expérience et la connaissance de vos salariés en analysant le travail réel, en se basant sur des phases d'observation, des questionnaires, des entretiens. Et pour cela, en fait, il est important de prendre l'ensemble des phases de travail, que ce soit la phase de préparation, la phase de production, mais également la phase de nettoyage, qui peut être tout aussi exposante, voire même plus exposante que la phase de production. Pour vous aider, il existe l'ED 840 de l'INRS en fait, qui identifie l'ensemble des risques professionnels. Vous devrez également définir vos différentes unités de travail. Donc, une unité de travail, qu'est-ce que c'est? C'est une situation de travail dans laquelle en fait, les salariés sont exposés à des mêmes dangers. Alors, il est conseillé en fait de garder ce même découpage pour l'ensemble de vos différentes évaluations, que ce soit le risque chimique, le bruit et l'évaluation des risques professionnels pour avoir en fait une cohérence dans votre démarche. Et enfin, vous allez pouvoir hiérarchiser les différentes situations dangereuses à l'aide en fait de la méthode de cotation. Donc, vous pourrez hiérarchiser les risques selon le risque qui occasionne le plus de dégâts, celui qui arrive le plus souvent ou celui qui touche en fait le plus de collaborateurs. Alors, troisième étape consiste à mettre en œuvre un plan d'action parce que l'important, c'est que les choses évoluent. Et c'est bien la finalité en fait, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, vous allez pouvoir prioriser votre plan d'action selon les résultats de votre évaluation et selon également l'impact de la solution et son budget. Alors, classiquement, les plans d'action facilement réalisables sont les moins coûteux. Cependant, votre évaluation vous permettra de ne pas oublier les plans d'action qui nécessitent un budget plus conséquent afin que vous puissiez les prioriser et les budgétiser dans un délai court. En termes de moyens humains, idéalement, ce qui est conseillé, en fait, c'est de nommer un référent prévention ou un salarié désigné compétent pour piloter vos plans d'action et votre démarche de prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, il y a une obligation de nommer un salarié désigné compétent. Alors, ce que je vous conseille, en fait, c'est de nommer une personne interne, par exemple dans le cadre en fait, d'une évolution de poste, qui se verra confier cette nouvelle mission.
Alors, à défaut, il est possible de confier cette mission à plusieurs personnes. Mais ce qui est important, c'est de bien définir en fait quelles seront les missions que cette personne devra effectuer. Par exemple, la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, le suivi des trousses de secours, la réalisation d'enquêtes suite à un accident du travail. Et pour accompagner cette personne, il existe des formations qui durent environ une durée de 3 jours et les services de prévention et de santé au travail peuvent également dispenser des modules. Non, on ne va pas les former, mais on peut dispenser des modules de sensibilisation auprès de ces personnes afin en fait, de les aider à monter en compétences, que ce soit sur le risque chimique, le risque psychosocial, le bruit, etc. Ensuite, quel suivi? Eh ben, prévoir un responsable par action et un reporting, donc un tableau Excel avec en fait un suivi et des échéances. Mais ce qui est important, c'est d'impliquer les salariés dans les choix des moyens de prévention. Pour rappel, votre objectif n'est pas d'acheter du matériel, mais bien d'acheter une solution de prévention. Donc, on comprend bien que dans ce jargon, il y a une nuance. Quand on cherche solution de prévention, on recherche en fait avant tout un moyen de prévention qui sera adapté à la prévention des risques et non pas acheter uniquement du matériel. Alors, sur quoi agir dans le cas d'un plan d'action? Alors, classiquement, on peut agir sur le danger en supprimant le danger, tout simplement. On peut agir également sur la situation dangereuse en modifiant l'organisation, l'aménagement du poste et également en jouant sur la durée d'exposition, en mettant en place de la polyvalence ou en travaillant sur la rotation des postes. D'une manière générale, il faut toujours avoir en tête quand on met en place un plan d'action, il y a 3 domaines sur lesquels agir, aussi bien le domaine technique, donc ce qui va concerner les équipements de travail, les outils, les aménagements de poste, le domaine organisationnel qui va concerner les horaires de travail, les procédures, les consignes, et ensuite le domaine humain qui va concerner la formation, l'information, l'équipement de protection individuelle. Donc, lorsqu'on met en place un plan d'action, il n'y a pas que de la technique, il y a également d'autres actions à mettre en place. Alors, quatrième étape, c'est-à-dire contrôler l'efficacité des actions menées et leur pérennité. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire en fait le bilan des actions qui ont été réalisées et non réalisées. Si elles sont non réalisées, il faut chercher à savoir pourquoi. Et si elles sont réalisées, il est primordial de s'assurer de son efficacité. Par exemple, dans le cas de la mise en place d'un système de ventilation, il faut réaliser des mesures aéroliques. Trop souvent, j'ai vu en entreprise des situations de travail où l'opérateur se croyait faussement protégé en raison d'un défaut de l'efficacité de ventilation. Donc, il est vraiment extrêmement important de s'assurer de l'efficacité de la solution mise en place. Ensuite, communiquer avant, pendant, après, en toute transparence à l'ensemble de vos salariés. Et pour finir, réévaluer les risques. Le document unique d'évaluation des risques professionnels est une démarche cyclique nécessitant des mises à jour régulières. La mise en place d'actions peut conduire à l'apparition de nouveaux risques dus à la mise en place en fait de ces changements. Donc, il est important de réévaluer l'efficacité de ces solutions mises en place. Alors, en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche de prévention est une démarche qui va vous permettre de progresser pas à pas. Au début, on sera plutôt en fait dans une approche réactionnelle, c'est-à-dire qu'on va réagir suite à un accident et on va commencer par rappeler les consignes. Puis peu à peu, en fait, votre démarche va mûrir. Euh, Après, vous allez plutôt avoir une approche un peu plus technique, c'est-à-dire que vous allez essayer de rechercher une meilleure protection en favorisant la protection collective. Et ensuite, à force de mûrir votre démarche, vous n'allez plus simplement réagir, mais vous allez commencer à chercher à anticiper en fait les risques le plus en amont possible en mettant en place des bonnes pratiques, des procédures pour capitaliser en fait et à ce moment-là nommer en fait un pilote pour gérer un petit peu ce système de qualité et de procédure. Et enfin, la dernière étape que l'on peut appeler, on va dire, approche stratégique, l'idée, c'est d'intégrer en fait la prévention dans toutes les composantes de l'entreprise, de façon à s'assurer que l'ensemble des salariés soient bien impliqués. Alors, en résumé, une démarche de prévention se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, réaliser un état des lieux. Ensuite, évaluer les risques à l'aide de différents outils et de méthodes. Il faut bien comprendre qu'une méthode doit rester la référence
pour piloter votre démarche. Mettre en place un plan d'action, car c'est bien l'essentiel pour réduire les situations dangereuses. Et ensuite, s'assurer de l'efficacité des solutions par un contrôle et de leur pérennité par une réévaluation. Donc, en résumé, le moteur de votre entreprise pour réduire les accidents et les maladies, c'est bien la démarche de prévention. L'outil de pilotage de votre démarche, c'est bien le document unique dans lequel en fait, on va retrouver l'ensemble de vos différentes évaluations. Et le pilotage de votre démarche sera en fait donné au référent sécurité que vous aurez nommé dans votre entreprise. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous énoncer sur cette démarche de prévention en quatre étapes. Super, merci Cyril. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors effectivement, Simone, vous pouvez retrouver toutes les fiches RPS ou guides, etc. Sur notre site régional dans les ressources documentaires. Merci Eric. Alors on a une question. Souvent une démarche de prévention semble inutile pour la direction. Quand on ne travaille pas dans une usine mais dans un bureau, comment faire? Il n'y a pas en fait de recette miracle. La difficulté, voilà, c'est bien de sentir l'accroche que pourra avoir l'employeur. Malheureusement, en fait, il a souvent un regard un peu plus financier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prévention est bien une démarche rentable et que le fait, en fait, d'associer les différentes personnes, ça va aussi les forcer à échanger entre elles et donc en mettant en fait ces groupes de travail, ça va donner une nouvelle dynamique de l'entreprise parce que souvent dans l'entreprise, les personnes travaillent un petit peu en silo et une démarche de prévention est un peu transversale. Et je pense que c'est une opportunité qui peut être mise en place dans l'entreprise pour donner un nouvel élan et donner un nouveau cap en fait à l'entreprise. Alors c'est bien au directeur en fait, de l'entreprise de définir sa politique de prévention, mais il faut essayer de lui faire comprendre que c'est une opportunité de redynamiser l'entreprise et l'ensemble de ses salariés vers un nouveau pack, vers une nouvelle dynamique. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais effectivement, un préventeur ne doit pas rester dans son bureau. C'est un travail de contact, c'est aller au-devant des équipes et puis aller voir l'ensemble des différents échelons de l'entreprise et des différents postes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les services de santé au travail, en fait, sont là pour vous aider, en fait, dans votre démarche. Ça veut dire que nous, en interne, on a de nombreux outils de mesures, de méthodes, et on est là, en fait, pour vous accompagner. Donc, que ça soit sur le bruit, sur les RPS, le mot d'ordre, c'est vraiment n'hésitez pas à revenir vers votre service de santé au travail. On est tous outillés, en fait, pour vous accompagner sur ces différentes thématiques et pour vous accompagner sur la durée. Parce que notre mission, en fait, c'est pas du one-shot. Notre mission, c'est vous accompagner en fait sur la réalisation d'un état des lieux, un diagnostic, vous accompagner sur l'évaluation et vous accompagner sur le plan d'action. Donc, on vous accompagne sur toute la durée de vie de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce référent prévention, vous ne serez pas seul. Ça veut dire qu'en entreprise, vous aurez nommé en fait ce référent, mais nous derrière, on sera là en support pour l'aider à avancer en fait dans sa mission sur l'ensemble en fait des risques et des tâches qu'il aura à mettre en place dans l'entreprise. Comment intégrer les RPS dans le DU de la part de Séverine? Alors, les RPS, comme d'autres risques spécifiques dont j'ai pu évoquer, en fait, ce sont des risques un peu plus spécifiques où là, il est utile de mettre en place une démarche un peu plus spécifique avec une méthodologie d'approche un peu différente et ensuite d'intégrer les résultats de cette évaluation dans votre évaluation des risques professionnels. Mais il existe en fait des outils INRS intégrés, les risques psychosociaux dans vos documents uniques. Et puis, vous avez auprès de vos différents services de santé au travail, soit des psychologues ou soit autrement des préventeurs de terrain qui pourront vous aider en fait à identifier ces risques-là.
Pas d'autres questions pour l'instant. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, hein, Cyril, par rapport à l'offre de service DSPCI. Demain, on a un webinaire à ce sujet-là qui sera présenté par le docteur Françoise Ducrot. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps. C'est demain à 11h. Alors, Simone, difficile d'évaluer nous-mêmes les RPS. Il faudra forcément passer par un service externe, je pense. Alors, il y a deux approches. Vous pouvez passer aussi bien. Alors, vous pouvez faire un diagnostic interne ou un diagnostic externe. Les deux approches peuvent se réaliser. En termes de RPS, une personne extérieure à l'entreprise parfois peut être facilitatrice en fait pour démarrer cette démarche. Bon, voilà. Sachez que dans les services de santé au travail, on a ce type de compétences qui sont là pour vous aider. Alors, je ne suis pas psychologue du travail, donc je ne pourrais pas détailler plus en fait ce type d'accompagnement. Peut-on être salarié compétent et RH? Bah oui, bien sûr, rien n'y s'y oppose, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien en fait avoir une mission principale qui peut être liée dans les ressources humaines ou une autre mission, et puis avoir une autre casquette en fait où vous pouvez en fait mettre en place une démarche de prévention, donc en étant formé, salarié, désigné compétent. Donc oui, c'est possible. Exactement. Bon, avez-vous d'autres questions? Et puis sinon, Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour aussi. si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, c'est que bon, j'espère que voilà, la présentation a été claire. L'idée, en fait, c'était de vous donner envie de démarrer cette démarche, de comprendre que c'est assez simple. La phase d'état des lieux, elle est importante parce que vous y passerez en fait du temps, mais ça vous permettra en fait de ne pas vous éparpiller et de savoir dans quelle direction partir plus facilement. Donc, la phase d'état des lieux, elle est vraiment importante. Ensuite, sur la phase d'évaluation, il existe toutes sortes de méthodologies, mais vous avez bien compris, la finalité n'est pas dans l'évaluation, mais bien dans les plans d'action. Et puis ensuite, les services de santé au travail, ce sont vos premiers interlocuteurs en fait sur la prévention, donc n'hésitez pas à les solliciter. Nous serons là en fait pour vous accompagner sur toute la durée de votre entreprise. Voilà, merci à vous. Merci à tous pour votre participation et merci à toi, Cyril. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.